Bonjour, bienvenue en Normandie. Ce dimanche aura lieu le premier tour des élections législatives. 577 postes de députés sont à pourvoir, dont 28 en Normandie. On va voir le détail département par département. 10 circonscriptions Seine-Maritime, 6 dans le Calvados, 5 dans l'Eure, 4 dans la Manche et 3 dans l'Orne. À ce jour, 18 des 28 sièges sont occupés par des élus de la majorité présidentielle. Quels sont les enjeux de ces élections, les points chauds à surveiller? Tous les projecteurs, vous le savez, sont braqués sur une circonscription en particulier, la 6e du Calvados, où se présente la Première ministre Elisabeth Borne. Moins de 2 mois après la réélection d'Emmanuel Macron, va-t-on vers une confirmation du vote de la présidentielle, des ajustements ou même une période de cohabitation? Eh bien, on va en parler avec nos invités que je vous présente. Floriane Bléas, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe de Tendance Ouest. Rodolphe Gessler, correspondant du Figaro en Normandie. Bonjour, Rodolphe. Christophe Boutin, professeur de droit constitutionnel et politologue. Bonjour Christophe. Bonjour. Et avec nous également en duplex de Rennes, François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef du journal Ouest France. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Mais d'abord, question, irez-vous voter? Qu'attendez-vous de ce scrutin? Écoutez ces quelques réactions recueillies cette semaine dans les rues de Caen. Honnêtement, pour l'instant, je suis très peu. C'est un de mes objectifs d'être plus politisé en fait à l'avenir. Donc en ce moment, je suis vraiment en phase on va dire, d'apprentissage de tout ce qui est le vote, etc. Là, je m'y intéresse de très loin, pour être honnête. Ouais. Je vais relire les programmes tranquillement chez moi juste avant et je prendrai ma décision à ce moment-là. C'est tellement compliqué, on a un peu de mal à s'y retrouver. C'est dans quoi? Les alliances, les stratégies de chacun où on ne s'y retrouve pas? Les magouilles. Les magouilles. Avant, j'étais plus, entre guillemets, séduit par les candidats. Maintenant, je regarde les programmes, vraiment. Donc, ça a changé dans ma façon de voir. Ouais. Donc, je regarde les programmes. Mais oui, je vais voter parce que c'est important de continuer. Il n'y a pas que la présidentielle dans la vie. Hein. Sur les thématiques qu'il faudrait mettre en avant, là, les priorités Le pouvoir d'achat, oui, c'est une priorité. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat, il n'y a pas que ci, que ça. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent, on voit ils sortent des iPhones à 1 200 € de leur poche. Bon. La santé, l'éducation. Et le social. S'occuper des enfants, s'occuper des gens en difficulté. Comme beaucoup, je me sens concernée aussi par l'avenir de notre jolie planète. Voilà, les législatives, c'est pas la présidentielle, c'est ce qu'on entendait à l'instant. C'est peut-être plus vrai que jamais. Les citoyens sont-ils prêts à se déplacer aux urnes? C'est la première question. Et que vous disent vos auditeurs, vos lecteurs? Je vais m'adresser d'abord à François-Xavier Lefranc, qui est à la tête du premier quotidien régional, Ouest France. Quel est votre sentiment, justement? Est-ce que vous avez l'impression que ces élections peuvent nous réserver quelques surprises 2 mois après la réélection d'Emmanuel Macron? Des surprises, je ne sais pas. En tout cas, il y a des inconnus. Bon, on les connaît, les inconnus, entre guillemets. La première, c'est de savoir si l'union à gauche donnera lieu à une vraie dynamique. L'autre, c'est de savoir si le Rassemblement national, qui était présent au 2e tour, aura plus de députés qu'il y a 5 ans. Mais il y en a une troisième qui, à mon avis, est beaucoup plus importante. C'est de savoir si on aura demain une vie parlementaire digne de ce nom. Est-ce qu'on va élire des godillots qui vont se contenter de voter ce que dit le chef? Ou est-ce qu'on va élire des députés qui accepteront de faire vivre des débats de qualité sur les sujets qui viennent d'être appelés par les gens que vous avez fait témoigner, et c'est très clair, c'est de ça dont les gens veulent parler. Et c'est ça l'enjeu, c'est vraiment ça l'enjeu de ce qui va se passer les 17 et 22 juin. Vous disiez en préparant cette émission, on ne vote pas pour le président, là c'est autre chose, les législatives, c'est une autre élection. On n'est pas là pour décider de celui qui va mettre du sucre dans le café, vous me disiez en préparant cette émission. Oui, l'élection présidentielle, elle est très personnalisée. L'élection municipale, elle est très proche, on voit à peu près ce que c'est. L'élection législative, c'est pas clair pour les citoyens. Et c'est d'autant moins clair que les circonscriptions sont ainsi faites que beaucoup de citoyens ne connaissent pas les contours de la circonscription. Donc il y a une espèce d'éloignement entre l'attente qu'ont les citoyens, qu'on parle de leurs véritables problèmes et l'organisation de ce scrutin. C'est un peu comme les régionales, c'est pas très clair. C'est comme les régionales et départementales, c'est pas très clair. Et ça, c'est
à mon avis, extrêmement grave, parce que ça participe à l'éloignement des citoyens de la vie politique. Est-ce qu'enfin on va débattre de programmes, d'idées, d'amélioration de la vie des Français, du quotidien des Français? C'est la question, parce qu'on a eu une campagne présidentielle effectivement qui a été marquée par un phénomène Zemmour au début de la campagne, et puis après il y a eu la guerre en Ukraine. Vous sentez, François-Xavier, justement, cette attente dans les territoires, qu'on parle d'eux enfin? Cette attente, elle est énorme. Le problème, c'est que le système politique, il est comme notre pays, il est très jacobin. Il s'intéresse peu à ce que vivent les gens dans leur quotidien. Il s'intéresse peu à la diversité des territoires. Et ça, les citoyens le ressentent. Et je pense qu'il y a vraiment l'urgence d'une prise de conscience de ça. L'attente des citoyens est énorme. Et ce qui s'est passé à la présidentielle, ce qui s'était passé avant au régional et au départemental, c'est quand même des signaux d'alerte très forts. Les gens vont de moins en moins voter, les jeunes votent très peu. Donc il va falloir apprendre à faire de la politique autrement, et que ce ne soit pas simplement des mots, parce que faire de la politique autrement, ça peut être du baratin, mais il faut réellement faire de la politique au plus proche des citoyennes et des citoyens qui attendent et qui sont en colère en ce moment. C'est ce qu'on ressent sur le terrain. Alors, Floriane Bléas, vous êtes rédactrice en chef adjointe à Tendance Ouest, je le disais. On entendait ces Normands tout à l'heure dire moi, je vais aller voter, certes, mais je voudrais qu'on me parle de pouvoir d'achat, de santé, de protection de la planète. Ce sont des messages assez clairs, programmatiques. Est-ce que les politiques, les candidats, vous avez l'impression également sur le terrain de ce qu'ils vous disent, l'ont entendu ce message ? Ils l'entendent nécessairement, mais est-ce qu'ils le mettent en pratique, c'est une autre question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une réelle difficulté pour les candidats, en tout cas pour parti, à s'intéresser vraiment à ce que les électeurs, les potentiels électeurs, vraiment ont envie d'entendre. Vous avez de la chance dans le micro-trottoir que vous diffusez. Les gens votent, a priori, en tout cas. Je pense qu'ils ne sont pas forcément représentatifs de ce que les Normands vont faire ce dimanche 12 juin. La réalité, c'est que ce découpage électoral propre aux élections législatives, il est incompréhensible pour les Normands. Il est difficile, si vous parlez avec des gens dans la rue, certaines personnes ne savent même pas vous dire sur quelle circonscription elles votent, pour peu d'être dans une grande ville où la ville est découpée. Je crois que l'agglomération de Rouen, c'est 4 circonscriptions, quand c'est 2 circonscriptions. Alors, il y a une réalité qui est différente de part et d'autre. La difficulté chez les candidats pour toucher le message des électeurs, c'est de battre campagne en dehors de la campagne, c'est d'être investi avant les élections, depuis plus longtemps. Christophe Boutin, la première question qui se pose, c'est de savoir si les gens vont se déplacer pour aller voter. Il y a 5 ans, le taux de participation, il était relativement faible. On était à quoi, 42%. Il était particulièrement médiocre, oui, effectivement, puisqu'on avait été autour de 60%, et en plus avec des taux d'abstention, mais aussi des bulletins blancs et des bulletins nuls qui n'étaient pas négligeables et qui sont de moins en moins négligeables au second tour de ce genre d'élection. Donc oui, effectivement, c'est un problème. C'est parce que justement, comme on le disait, les politiques ne parlent pas aux gens, ne s'intéressent pas à leur quotidien, ou est-ce que c'est dû au fait que finalement ce mode de scrutin, ces élections législatives, ça n'intéresse pas, tout simplement? Le mode de scrutin pose un problème. Le mode de scrutin pose un problème parce qu'effectivement, les circonscriptions, on est élu dans une circonscription et on n'est pas élu d'une circonscription. Or, il y a ici une sorte de dualité que les électeurs ont du mal à comprendre. Ils ne comprennent pas que dans cette échelle relativement locale, qu'est la circonscription des législatives, on élit quelqu'un à un niveau national et non pas nécessairement quelqu'un qui va porter le projet d'une circonscription, quelqu'un qui est bien investi dans un projet national. Donc il y a une ambiguïté qui n'est pas toujours claire, effectivement. Alors quels sont les enjeux? On y vient en Normandie de ce scrutin. Une circonscription est sous les feux des projecteurs. Vous l'avez tous vu, vous y êtes tous allés, ou presque, dans cette circonscription. C'est celle du Calvados, la 6e, celle de Vire-Évrecy. C'est là où se présente la Première ministre, Elisabeth Borne. Elle aura face à elle 10 candidats. Est-ce un pari risqué? Alain Tourret, qui ne se représente pas, qui avait obtenu plus de 68% il y a 5 ans. La République en marche. Emmanuel Macron, lui, a fait 59% au second tour de la présidentielle. Rodolphe Gessler, la question des racines d'abord, pour expliquer. Les racines normandes de la Première ministre, est-ce qu'elles sont bien réelles?
Alors, elles sont réelles, mais dans la circonscription voisine, hein, dans la 5e, puisque sa famille est originaire de Livaro, où son grand-père a été maire et conseiller départemental. Sa famille tenait des officines de pharmacie, des pharmacies. Mais elle est née en Normandie, le lapsus, à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est justement quelque chose sur le terrain que ses adversaires lui renvoient. Mais avant de répondre sur l'importance de l'enracinement des élus, j'aimerais rebondir sur ce que disait François-Xavier Lefranc tout à l'heure par rapport au fait que les électeurs aujourd'hui ne connaissent pas forcément les contours de leur circonscription. Moi, je pense qu'il y a aussi le problème de l'incarnation aujourd'hui du député qui, depuis l'interdiction du cumul des mandats, ne peut plus être maire. Or, quand ils étaient députés maires, ils avaient une approche directe, un contact direct avec leurs concitoyens qui leur permettait vraiment de sentir l'humeur, la tendance du moment. Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent apparaître déconnectés, et ça sur le terrain, notamment pour les députés sortants, non pas pour les candidats les adversaires qui, eux, disent « Ah, moi, je suis du coin, moi, je serai un député local ». On reproche toujours aux sortants d'avoir eu la tête à Paris et d'avoir été toujours au Palais Bourbon plutôt que dans cette circonscription. Alors, on va venir dans cette circonscription mais pour le 6e... Est-ce qu'elle peut être battue, Elisabeth Borne ? Si La République En Marche, enfin Ensemble maintenant, a choisi cette circonscription, c'est que sur le papier, elle est difficilement perdable. La dernière fois, avec une abstention qui était moindre qu'ailleurs, Alain Touré est très largement réélu, je crois autour de 68%. Le RN n'est pas très fort, la gauche non plus. Mais je pense que, pour répondre à votre question de l'enracinement, c'est que beaucoup de gens sur place, je m'y suis rendu, notamment du côté de Villers-Bocage. Aujourd'hui, beaucoup de concitoyens, d'électeurs, ne comprennent pas pourquoi on envoie des ministres se présenter si c'est pour ne pas siéger et rester ministre. Et ils disent, mais dans ce cas-là, présentez votre suppléant, qu'on connaisse notre interlocuteur. Donc ça peut se retourner aussi. Ça peut peut-être pas provoquer plus d'abstention, mais voilà, c'est... On va voir une image, si vous voulez bien. C'était il y a quelques jours sur le marché de la commune du Haume, au moment où elle croise Elisabeth Borne, un de ses adversaires en la personne de Noé Gauchard. C'est un étudiant de 22 ans, militant de la France Insoumise et candidat de l'Union de la Gauche. Regardez, écoutez bien surtout. Nous, on est ici. Hein. Bah oui, moi aussi, vous voyez. Ça tombe bien. Moi aussi. Vous prenez le temps de saluer le charmant bambin quand même. Pardon ? Vous prenez le temps de saluer le charmant bambin de 20 ans quand même. De qui vous parlez ? Ah, de moi, c'est ce qui a été dit par vos conseillers sur ma candidature. Non, je crois pas que vous... Ah, pas vous directement, mais en tout cas votre équipe. C'est ça qui est ressorti dans la presse. On va essayer de faire ça gentiment, calmement. Ah, mais moi, il n'y a pas de souci. Vous en voulez un ? Vos collègues m'ont déjà donné. Alors, je vous donne le mien. Ah, on l'a déjà eu hier, malheureusement. Je le prends. Voilà, le charmant bambin, c'est pas elle qui l'a dit, hein, c'est son entourage, c'est ce qu'elle rappelle. Ça dit, ça donne le ton de cette campagne sur le terrain. Cette campagne électorale, cette joute électorale, c'est quelque chose qu'elle découvre complètement. Elisabeth Borne, c'est la première fois qu'elle est candidate à une élection. On est loin de Matignon, là. Hein. Florian Bléas, ce qui est certain, c'est que toute la presse a appris à localiser Vire, Évrecy, Boult, Troarn, Villers-Bocage. C'est une circonscription qui n'aura jamais eu autant de couverture médiatique sur aucune autre élection présidentielle, législative, pardon. C'est évidemment un jeu qui est très malin. Vous choisissez une circonscription dans laquelle il y a des racines plus ou moins... C'est pas la première fois qu'on est les témoins de ce type de parachutage. Il y a des racines, on remonte dans l'arbre généalogique, on va sur une circonscription où il n'y a pas beaucoup de doutes. Alain Touré, comme on le disait, marcheur de la première heure, élu haut la main en 2017. Dernier résultat, la présidentielle sur le bocage virois, excellent pour Emmanuel Macron. Il n'y a quasiment pas de risque. C'est vraiment... c'est stratégique. C'est stratégique et effectivement, une circonscription où tout est quasiment acquis, donc pas d'enjeu finalement, avec des candidats qui sont quand même... Un enjeu national quand même. Un enjeu qui est national, mais avec des candidats en face d'une petite stature face à quelqu'un qui attire les médias autant que le Premier ministre. Si je peux me permettre, justement, le principal risque pour Elisabeth Borne, quelle que soit la personnalité de ses concurrents, je pense notamment à Noé Gauchard de NUP, c'est qu'ils parviennent à transformer le vote, en particulier dans cette circonscription, en référendum
pour ou contre le gouvernement. Et c'est à peu près ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'au-delà des thèmes de campagne qui sont nationaux, la retraite à 60 ans pour eux, c'est aussi, si vous votez pour moi, on renverse le gouvernement. Vous voyez, il y a un message qui va au-delà de l'enjeu de la circo. Alors vous, François-Xavier Lefranc, vous connaissez bien cette circonscription de Vire-Évrecy, puisque on peut rappeler, sans être trop indiscret, que vous avez été correspondant à Vire pendant un peu plus de 3 ans, je crois. Est-ce que Elisabeth Borne prend un risque? On se posait la question en se présentant ici dans un territoire plutôt acquis à La République En Marche, à Emmanuel Macron. Non, enfin, ça a été bien dit, je crois. Je pense que le risque n'est pas énorme. C'est vrai qu'elle fait figure de favorite. Enfin, il faut être très prudent quand même, parce que tant que les électeurs ne se sont pas prononcés, il ne faut pas aller trop vite. Mais c'est vrai que le risque est plutôt assez limité. Mais en général, quand des personnalités nationales choisissent une circonscription, c'est assez rare qu'elles choisissent une circonscription où le risque est énorme et réel. Voilà, donc non, le risque n'est pas énorme. Elle a le soutien de pas mal d'élus. Elle a le soutien du sortant, elle a le soutien du maire de Vire. Enfin, voilà, elle part avec... et puis elle est première ministre. Et ça, dans l'esprit d'un certain nombre d'électeurs, ça peut peser. Les électeurs qui peuvent se dire il faut mieux être sous la gouttière que loin de la gouttière. Donc voilà, on peut penser qu'elle est plutôt favorite. Voilà, c'est pas une info. Vous me disiez en préparant cette émission que quelque part, elle vous faisait penser à un autre ministre qui était passé par Vire. Oui, Olivier Stirn. Alors, Oui, c'est 2 personnalités différentes, mais leur positionnement politique, centre-gauche, centre-droit, selon le sujet qu'on aborde, était assez voisin. Olivier Stirn avait aussi une vie politique nationale. Il avait aussi, de par sa famille, puisque son père, il faut rappeler, avait été préfet du Calvados à la fin des années 40, donc il y avait aussi un lien familial avec le Calvados. Donc c'est vrai, c'est un petit clin d'œil, mais c'est marrant de faire le parallèle entre les deux. Ce qu'elle dit dans ses déplacements dans cette circonscription, Elisabeth Borne, c'est qu'elle va apporter beaucoup en fait, au territoire, notamment aux chefs d'entreprise. Elle va permettre à l'économie, au tissu économique local de se développer. C'est vrai ça? Quand vous évoquez Olivier Stirn, est-ce qu'il y a eu... excusez-moi, un retour sur investissement, un retour sur candidature quand il a été élu député, puis ministre de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand? Avoir un ministre chez soi, c'est un atout considérable et ça peut jouer? À l'époque, Olivier Stirn était reconnu quand même comme un élu qui avait beaucoup fait pour son secteur, qui avait participé et aidé à l'installation d'entreprises. Mais un jour, il est parti, et ça, les électeurs ne le lui ont pas pardonné. Donc, il est parti pour Cherbourg. Il ne faut pas oublier ça. Il est parti pour Cherbourg. Et donc, il y a eu un peu une infidélité qui n'a pas été pardonnée par les électeurs. Alors, on a beau être connu et être ministre, il faut aussi donner des preuves d'amour. Ça, c'est important. Et c'est aussi ce que devra faire Elisabeth Borne. Il faudra qu'elle soit présente, et pas seulement par des mots, et pas seulement de Paris. Christophe Boutin, quand on voit la carte, on va continuer à avancer comme ça et à visiter les circonscriptions régions, enfin dans toute la Normandie. Quand on voit la carte du vote du second tour de la présidentielle, c'est intéressant et c'est même assez flagrant. On a une partie de l'ouest de la région qui correspond à la Basse-Normandie, l'ex-Basse-Normandie, qui est plutôt favorable à Emmanuel Macron, et l'ex-Haute-Normandie, où c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. Que peut peser le Rassemblement national dans ces élections législatives en Normandie? Est-ce que le RN peut remporter son premier siège dans la région? C'est pas impossible, effectivement, notamment au vu des scores qu'il a fait dans l'Eure. Vous le signalez, on voyait sur la carte. Dans l'Eure, il a fait des scores très importants. Marine Le Pen était au premier tour à plus de 30% dans toutes les 5 circonscriptions de l'Eure. Et au second tour, elle l'a emporté dans 4 des 5 circonscriptions de l'Eure. Pourtant, on le sait, d'abord, le mode de scrutin est défavorable au Rassemblement national. C'est le premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas de sortant, ce qui est aussi important dans le cadre de ces circonscriptions assez limitées. Je ne dis pas qu'il y a systématiquement une prime au sortant, mais c'est vrai que le sortant qui a bien fait son travail se voit assez facilement reconduit. C'est pas la même élection, vous dites, c'est pas le même rapport de force. On vote pas pour une Marine Le Pen ou un Emmanuel Macron. Là, on vote pour des candidats qui sont plus locaux, qui sont parfois ancrés depuis 10, 15 ans, qui veulent parfois un 4e mandat. C'est pas du tout la même élection. Vous êtes d'accord, Rodolphe? Alors, je suis tout à fait d'accord. C'est pas du tout la même élection. Et je crois que ce qui est nouveau par rapport à il y a un certain nombre d'années, c'est que
Si je prends la génération de mes parents qui sont nés après-guerre, cette génération-là, à partir de leur premier bulletin de vote, quand ils avaient non pas 18 mais 21 ans, c'est un bulletin de vote qu'ils allaient conserver quasiment toute leur vie, quelle que soit l'élection. On était disciplinés, on est CPS, on finit CPS, on était RPR, on finissait RPR. Aujourd'hui, les gens font leur marché, c'est-à-dire que l'erreur, ce serait de comparer les scores de la présidentielle pour interpréter les scores de la législative. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait avoir quelqu'un qui va voter écolo au municipal parce que le candidat a l'air sympathique, il est jeune, va voter extrême à la présidentielle parce que, bon, quand même, il faudrait donner un coup de pied dans la table. Et puis, aux législatives, on va retrouver soit sa famille politique d'origine. Enfin, vous voyez, et je dirais que chaque cas est unique. Et je repose la question, est-ce que le Rassemblement national peut décrocher son premier poste d'élu, de député dans la région? Regardez score. Encore une fois, dans le département de l'Eure, il arrive en tête dans un département où Sébastien Lecornu est l'homme fort, président du département, ministre des Armées, très proche d'Emmanuel Macron. Un poste de député RN dans l'Eure, c'est quelque chose d'envisageable? Envisageable, je dirais qu'en politique, tout est toujours possible. Je ne veux pas donner une réponse de Normand, mais pour l'instant, ça me paraît un petit peu difficile au regard du mode de scrutin. La question pourrait se poser également. Là, récemment, j'ai fait un article sur la 3e circonscription de la Manche, qui est une circonscription extrêmement hétéroclite, qui a été entièrement redécoupée après 2010. On va la rappeler. La 3e, c'est celle de Coutances, mais où vous avez donc quelques centres urbains, mais finalement Coutances, c'est moins de 10 000 habitants, 8 000 je crois. Valognes, qui était traditionnellement à droite. Vous avez un bocage du côté de Périers qui a donné presque 50% dans plein de petites communes à Marine Le Pen. Est-ce que pour autant, quand on regarde la carte, on voit plein de bleu marine après le second tour de la présidentielle? Pour autant, est-ce que ça va basculer RN? Je ne le crois pas. Au pire, ça peut mettre en danger le député sortant de La République En Marche et faire le jeu du député de la droite, Jean-René Binet. François-Xavier Lefranc, le Rassemblement national nationalise ces élections. On le voit, on a vu d'ailleurs des images il y a quelques instants de Marine Le Pen qui était en déplacement il y a quelques jours à Blangy. Est-ce que le RN, en Normandie, mais plus généralement dans l'Ouest, peut décrocher des postes de députés, ses premiers postes? Oui, si on regarde les résultats de la présidentielle, si c'est un vote national, oui, bien sûr, ils peuvent emporter des députés. Alors, quand on regarde la carte de l'Ouest, avec la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ensemble de la Normandie, il est très clair que l'Ouest a très fortement voté pour Emmanuel Macron. Et plus on s'éloigne de l'Ouest, en fait, plus on se rapproche de la Haute-Normandie, plus le vote Rassemblement national est un vote fort. Donc en Bretagne, ils auront sûrement beaucoup de mal. Ils auront sans doute moins de mal dans l'ex-Haute-Normandie, où là, je pense qu'ils peuvent emporter des circonscriptions. Mais après, il faut faire campagne, il faut présenter des candidats crédibles, et puis il faut se battre. Voilà. Donc est-ce que sur le terrain, ils sont à la hauteur de leur attente? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera sûrement plus facile dans l'Eure qu'en Bretagne ou qu'à Nantes. Christophe Boutin, vous vouliez réagir? Non, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce sont 577 en fait élections différentes avec des candidats différents et qu'il y a une faiblesse du côté des candidats du Rassemblement national. La question est de savoir s'il y aura un vote aussi peut-être tout sauf Macron ou tout sauf un référendum anti-gouvernemental comme ça a été dit tout à l'heure dans certaines circonscriptions. Ça peut jouer aussi. François-Xavier Lefranc, dernière question, et puis après je libère parce que je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé. Mais est-ce que ces élections législatives sont différentes de celles qu'on a connues il y a 5 ans? Il y a 5 ans, c'était la vague Macron, la vague En Marche. On n'est plus du tout dans le même cas de figure, y compris dans nos régions, ici en Normandie, en Bretagne. C'est très différent. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron était un homme neuf. Il n'avait pas de bilan. En fait, il y avait un espoir autour de lui et les Français ont été assez logiques. Ils l'ont élu en se disant, voilà, on compte sur lui maintenant, on compte sur cet effet de souffle nouveau. Et donc, ils lui ont donné une large majorité. Là, c'est différent. Il s'est passé des choses depuis 5 ans. Donc, il doit évidemment assumer son bilan.
Et donc ça va sans doute être un peu plus serré. On peut s'attendre à une majorité, s'il l'obtient, à une majorité beaucoup plus serrée que celle qu'il a pu avoir il y a 5 ans. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le rassemblement à gauche peut-être entraîner une dynamique. C'est ce qu'on disait en début d'émission. C'est une des inconnues du scrutin à venir. Hein. C'est peut-être de là que peut venir la surprise. Mais en tout cas, je ne m'attends pas à ce qu'il ait la même majorité qu'il y a 5 ans. Avec beaucoup de députés d'ailleurs qui n'étaient pas connus, beaucoup d'inconnus qui sont arrivés à l'Assemblée nationale et qui ont été élus uniquement parce qu'ils étaient députés République En Marche. Là, le cas de figure est, je pense, très différent. On suivra tous ces résultats donc, dans les colonnes de Ouest France dès dimanche soir, j'imagine, avec dispositif spécial dans ces circonscriptions de l'ouest de la France. Merci beaucoup, François-Xavier, d'avoir participé à cette émission décryptage de ces législatives en Normandie, en l'occurrence. Le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, présentera des candidats pratiquement partout dans la région. Nicolas B, on va s'intéresser à lui, l'ancien chef de file du RN en Normandie, désormais numéro 2 de Reconquête, ne sera pas candidat. Que peut espérer justement Reconquête dans ces élections en Normandie? Est-ce que, Christophe Boutin, ça ne risque pas d'empêcher le Rassemblement national de se qualifier au second tour? Sincèrement, pas dans certaines circonscriptions où il est le mieux parti. Quand on fait 30% des voix à la présidentielle, il faudrait 12,5% des inscrits, c'est-à-dire en tenant compte d'un taux d'abstention de 50%, je veux bien le considérer comme tout à fait crédible. Ça veut dire 25% des exprimés. Non, ce n'est pas les quelques voix qui se porteront sur Reconquête qui handicaperont, à mon avis, le Rassemblement national. Au contraire, ce sont des voix qui potentiellement peuvent venir en appui au second tour, à mon sens. Ouais, effectivement, on ne peut pas être devin, donc il ne faut jamais insulter l'avenir. On verra ce que donne ce parti pour ce premier tour des législatives. Mais effectivement, je vois mal comment il pourrait venir être un caillou dans la chaussure du RN, sachant que, pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit sur le RN, en Haute-Normandie notamment, dans l'heure, je ne sais pas si le risque est sérieux, en tout cas, ça a quand même amené le parti de la majorité présidentielle à ne pas reconduire la députée sortante Claire Aupetit, à lui préférer le maire de Vernon, François Ozillot. Donc il y a quand même le risque, en tout cas, il est pris au sérieux par la majorité présidentielle en faisant ce choix. En Seine-Maritime, je trouve qu'il va être intéressant aussi d'étudier la 4e circonscription avec le rôle de Guillaume Penel qui, par le départ de Nicolas B, devient l'homme fort du RN en Normandie. Qu'est-ce qu'il va donner face à une députée sortante, Siracilla, avec actuellement plusieurs dossiers en cours? Est-ce qu'il peut faire des points? Voilà, je crois que le RN a beaucoup plus à gagner dans cette élection que le parti Reconquête qui, en Normandie, en tout cas à mon sens, a un ancrage encore relativement limité. Et puis, une chose qui est également à rappeler, Christophe Boutin, c'est que participer à ces élections, c'est aussi l'assurance d'avoir un pactole financier pour faire vivre le parti. Un pactole, oui. Vous allez toucher, effectivement, si vous avez plus de 1% dans 50 circonscriptions, vous allez toucher 1,46 € ou 1,42 €. Je ne sais plus par vote. Bon, effectivement, ça permet effectivement de faire un petit trésor de guerre. Ça pour le premier tour, parce que pour les députés élus et qui rejoignent un groupe après le second tour, là c'est je crois 32 ou 35 000 € par an par député. Absolument. Donc c'est la cagnotte pour préparer l'après éventuellement. C'est comme ça que beaucoup de petits partis financent la campagne présidentielle à venir. Ce qui leur permet d'exister, de fonctionner pendant les 5 ans qui suivent. Mais si vous pouvez me permettre, je voulais rebondir par rapport à votre question sur est-ce que Reconquête pourrait jouer les troubles faits. Jouer les troubles faits par rapport au RN. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le principal souci par rapport aux électeurs qui pourraient tenter de voter RN, c'est pas tant le dilemme de voter RN ou Reconquête, c'est la crainte de voir peut-être pas une majorité, mais beaucoup de députés venant de NUP. Et donc, il peut y avoir, comme on l'a vu pour la présidentielle au premier tour, des gens qui vont... Autrefois, au premier tour, on choisissait, et au second tour, on éliminait. À cette présidentielle, les gens commençaient à faire de la stratégie, le fameux vote stratège, dès le premier tour, c'est-à-dire que vous ne votez pas forcément pour votre candidat ou votre étiquette dès le premier tour. Et là, pour l'électorat de la droite dite nationale, la crainte de voir beaucoup de députés NUP peut faire qu'ils voteront ce qu'ils estiment être utile dès le premier tour pour un candidat plus traditionnel, même de droite ou pourquoi pas un PS dissident.
Alors justement, quel sera le poids de la gauche dans ces élections législatives en Normandie? Est-ce que la NUP, la NUPES, je ne sais pas comment on le dit, il y a plusieurs modes, cette nouvelle union populaire écologique et sociale peut faire basculer cette majorité présidentielle? On suivra de près ce qui se passe sur la première circonscription du Calvados, celle de Caen, où Fabrice Le Vigoureux, député sortant LREM Ensemble, fera face à une étudiante de 23 ans, Emma Fourreau, militante de la France Insoumise, déjà candidate au municipal. C'était il y a 2 ans à Rennes. Elle avait été candidate après au départemental ici dans le Calvados, mais elle a commencé sa carrière politique en fait il y a 4 ans. Voilà, c'est une militante aguerrie. Et puis on suivra également ce qui se passera dans la deuxième du Calvados, avec une des 3 dernières de la région détenue par le Parti socialiste, Laurence Dumont, qui était élue depuis 15 ans, a annoncé qu'elle ne souhaitait pas se représenter et qu'elle voulait passer le flambeau à Arthur Delaporte. Il a 30 ans, c'est le numéro 1 du PS dans le Calvados. Florian Bléas, la gauche peut-elle l'emporter sur ces 2 circonscriptions? Canez et créer une surprise quelque part. La situation est vraiment différente d'une circonscription à l'autre. Sur la seconde circonscription, celle tenue par Laurence Dumont, quand on regarde l'historique de la circonscription, on voit que quand même, depuis des décennies, la circonscription est à gauche. Elle est vraiment tenue depuis les années 80, depuis l'élection de François Mitterrand. Il y a une petite incartade avec Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville, qui la reprend. C'est, je dirais, presque une erreur de parcours électoral pour les électeurs qui ensuite ressaisissent le Parti socialiste. Arthur Delaporte a toute sa chance en prenant la suite de Laurence Dumont. Mais la ville de Caen, ces dernières années, a su réserver aussi quelques surprises en réélisant un maire de droite qui fait ses preuves. Donc ça peut ne pas être aussi simple qu'annoncé. Alors, quel sera le poids de la gauche dans ces élections? Pour l'instant, le PS, je le rappelle, détient 3 circonscriptions et le Parti communiste 3 également. Derrière l'affichage de l'Union, il y a des divisions, des dissidents. C'est le cas dans la première de Seine-Maritime, la 3e également, la 4e de ce département. À Rouen, par exemple, dans la première, Maxime Da Silva, militant de la France Insoumise, qui a été investi dans une ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Problème, c'est que cette investiture n'est pas acceptée par la socialiste Christine de Saint-Tray, qui a décidé de maintenir sa candidature. Christophe Boutin, on ne peut pas parler de fissure, mais peut-être de division à gauche, localement? Division à gauche, oui, en sachant qu'il n'y a pas de division dans l'Union. Le PS est clairement dans l'Union avec NUP. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Il y a une répartition très claire des circonscriptions. Et effectivement, face à cela, on a certains ténors du PS, Bernard Cazeneuve pour ne pas le citer, ou d'autres, qui se sont insurgés contre cette alliance, qu'ils estiment à tort ou à raison contre nature, et qui donc ont quitté le PS ou se sont mis en vacances du PS. Cela a conduit, on le voit ici, à des candidatures dissidentes, à la fois peut-être liées au principe et à la fois peut-être liées à des problèmes de répartition de circonscriptions, les deux pouvant être envisagés. Et effectivement, donc il y a une petite division à gauche, mais très globalement quand même, la gauche est largement réunie. D'ailleurs, NUP, ce qui lui donne... C'est pas accepté, la NUP. On a 3 circonscriptions sur 10, certes, mais où cette union n'est pas complètement entérinée. Rodolphe Gessler. Je connais moins la Seine-Maritime, mais par exemple sur Cherbourg, où l'union de la NUP a été entérinée derrière Anna Pic, qui est la première fédérale du PS, ancienne conseillère départementale, conseillère régionale, maire adjointe de Cherbourg, donc apparatchik, même si elle est assez jeune, ça reste pas forcément accepté. Et vous parliez de Bernard Cazeneuve, qui a donc démissionné, quitté le PS le lendemain de l'annonce de la NUP. Il est venu à Cherbourg faire une dédicace dans une librairie où habituellement il y avait la queue quand il s'y rendait. Là, il y avait personne, il n'y avait pas d'accueil des élus du PS. Et pour la petite histoire, c'est même la députée Sonia Crimi de La République En Marche, enfin maintenant Renaissance, qui est venue l'accueillir dans la librairie. Donc toute la question par rapport à votre question sur les divisions de la gauche, même s'il n'y a pas de candidat dissident, c'est quelle va être la voie
de Bernard Cazeneuve, qui a fait son petit tour avec François Hollande en Corrèze il y a 2 semaines, auprès des électeurs socialistes. Est-ce que, par exemple, à Cherbourg, ils vont écouter le maire socialiste qui est à fond derrière l'accord NUP, ou est-ce qu'ils vont écouter leur ancien député qui, lui, le dénonce avec force? Ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre aujourd'hui. C'est intéressant parce que cette circonscription avait basculé au départ de Bernard Cazeneuve en 2017. Elle avait été reprise par Sonia Crimi, dissidente à La République En Marche, qui finalement investit aujourd'hui. Oui, mais assez largement battue au municipal en 2020. C'est une circonscription qu'on va suivre particulièrement. Évidemment, c'est une circonscription qui va être passionnante parce que, comme le disait Rodolphe, c'est une terre de gauche, c'est une terre socialiste. Le fait que Sonia Crimi l'emporte en 2017, c'était presque un rapt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au regard des dernières élections, elle fait à peine 8%, je crois, au municipal, Sonia Crimi à Cherbourg en 2020. On se demande si elle peut être réélue alors qu'elle n'était elle-même pas investie en 2017, qu'elle l'est cette fois-ci, et que Anna Pic a l'air plutôt de rassembler sur le terrain, en tout cas à gauche. Après, attention, on parlait totalement du craquellement de ce soutien de NUP. On voit dans l'Orne aussi que cette semaine, LFI a retiré son soutien à la candidate, à la suppléante de Joachim Peillot. Donc attention à toutes ces façades qui vont peut-être se craqueler, effectivement. Enfin, au niveau national, le PS était connu pour ses congrès et ses divisions. Je pense qu'à Cherbourg, c'est aussi à peu près le cas. Quand Sonia Crimi est élue en 2017, à l'époque, les électeurs ne savent pas vraiment vers quoi veut aller Macron, ne connaissent pas vraiment ce qu'est la Macronie. Et à l'époque, justement, Sonia Crimi, qui était dissidente, apparaissait comme une femme plutôt de gauche. Donc beaucoup de socialistes cherbourgeois, à l'époque, votent pour elle. Et elle est élue sur fond d'abstention massive où on dépasse les 70% des voix, du taux. Donc, voilà. Christophe Boutin, votre regard, vous, le cherbourgeois. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, mais Mme Crimi a été élue contre un République En Marche investi. Elle a été élue effectivement avec le soutien de certains socialistes. Elle se positionnait nettement plus à gauche que l'autre, la République En Marche, qui était investi, qui lui avait cherché à avoir auparavant des investitures à droite. Et elle a été élue aussi avec le soutien de toute une droite départementale, notamment de l'ancien chef du département, qui a largement soutenu, pour ne pas dire plus, Mme Crimi. Un mot encore sur cette union de la gauche. On va revenir un instant, si vous voulez bien, en Seine-Maritime, avec le député communiste de la 6e circonscription, celle de Dieppe, Sébastien Jumel, qui va briguer un deuxième mandat. Il devra faire face à Patrice Martin, candidat du Rassemblement national, dans une circonscription où Marine Le Pen, pour le coup, est arrivée en tête au second tour de la présidentielle. Pas facile de faire un pronostic, là. Non, et puis on en parlait un petit peu au début de l'émission, c'est-à-dire que là, on en arrive presque à des votes... de personnes. Non, on n'est plus sur une personne, ça peut se transformer en vote national. C'est-à-dire que là, traditionnellement, pour une élection locale, on votait pour la personne. Maintenant, ça peut être pour l'étiquette, pour ce qu'on pense qu'une majorité de députés peut représenter pour son courant. Même si Sébastien Jumel a un ancrage local, ancien maire de Dieppe, installé dans cette circonscription depuis de nombreuses années. Moi, je trouve que les deux sont très vrais, parce qu'en fait, vous avez des électeurs, des Normands, qui vont se rassembler derrière une étiquette, parce que fondamentalement, ils font encore partie de la génération des gens dont vous parliez tout à l'heure, qui votent un jour et votent toujours pour le même parti. Et puis, il y a ces nouveaux votants qui, aujourd'hui, reconnaissent le travail d'un élu, y compris si le parti qu'il incarne n'est absolument pas, entre guillemets, sa tasse de thé. Et c'est le cas aussi dans la Manche, on en parlera peut-être à un autre moment, où on reconnaît le travail d'un député, donc d'un Sébastien Jumel, d'un Philippe Gosselin, même si on n'est pas LR, même si on n'est pas PC, mais on reconnaît le travail de l'homme avant le travail de l'étiquette. Alors, vote-t-on justement, on y vient, sur des considérations locales ou nationales? C'est toute la question. Il y en a un qui espère peser dans ces élections, vous l'avez observé, c'est Hervé Morin, le président de région, qui a présenté les 28 candidats qui porteront l'étiquette Normandie conquérante. Alors lui, il pense qu'il pourrait faire gagner 5 de ses poulains, de ses candidats. Vous êtes d'accord, Rodolphe Gessler? Ça peut jouer sur le résultat, l'investissement d'Hervé Morin dans cette campagne? Je l'ai rencontré il y a quelques jours et je pense qu'il a été un peu la surprise de ce scrutin. On ne s'attendait pas à ce qu'il s'implique. Il n'est pas lui-même, en tout cas autant, il n'est pas lui-même candidat à la députation, même s'il a été longtemps député de la 3e de l'Eure. Et en fait, il mouille énormément la chemise. Il fait la tournée de toutes les
circonscription normande. Et il a un concept un petit peu original qui est de régionaliser cette campagne. Vous voyez, par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure sur la nationalisation des thèmes. Et donc, lui, il dit... Non, non, maintenant, on arrête avec tout ça. Ce qu'il faut, c'est de la proximité, retrouver des députés locaux ancrés, qui connaissent le terrain. Et avec ça, il essaie de s'appuyer derrière la bannière Normandie conquérante, qui lui a permis d'être élu au régional il y a moins d'un an à 44% en Normandie, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez, quand on compare le score de la présidentielle, on compare le score des régionales, c'est à quelques mois près, c'est pas du tout la même chose. Et... Christophe Boutin, justement, 28 candidats estampillés Normandie conquérante, avec notamment la candidature de Thomas Exelhauser. 33 ans, il est considéré comme le protégé d'Hervé Morin. Il marche dans ses pas depuis l'âge de 18 ans, donc une quinzaine d'années. Il se présente dans la circonscription où l'actuel président de région avait été élu en 1998 dans l'heure. Ça sera à suivre, ça, hein? Oui, absolument, ça sera à suivre. Mais c'est vrai qu'on a une ambiguïté sur ces élections et qu'on voit bien se développer. On a une ambiguïté. Est-ce que c'est vraiment une élection nationale? Est-ce que je vote pour quelqu'un qui va voter les lois? Car c'est quand même ça le député avant tout. Est-ce que je vote pour quelqu'un qui va me rapporter des petites aides dans ma circonscription? Parce que je serais bien content de voter pour un ministre, parce qu'effectivement, comme l'a dit très bien tout à l'heure l'intervenant, je serai sous la gouttière, et sous la gouttière, on est mieux. Et est-ce que, pourquoi pas, un troisième niveau est en train de se mettre en place, le niveau régional, avec un Hervé Morin qui dit regardez ce que font les Bretons fonctionnent chasse en meute, ils fonctionnent de manière globale, il faut que nous, en Normandie, on fasse la même chose. Donc on voit le caractère ambigu. Si je peux me permettre, oui. Il y a une stratégie, en tout cas, elle paiera ou elle paiera pas, mais qui est très intéressante à observer d'Hervé Morin, qui, sur les indécis, peut espérer rassembler, puisqu'il a rassemblé près de la moitié des Normands derrière son nom et derrière son programme. Ces indécis, devant l'isoloir, le jour de l'isoloir, voyant cette bannière Normandie conquérante et peut-être ayant voté pour lui, choisiront à la fin ce candidat. Juste pour terminer par rapport à ça, la bannière Normandie conquérante, de là à parler de députés ancrés localement à des députés presque régionalistes, on n'en est plus très loin. Et c'est la fierté normande qu'il essaie de faire. Cette fameuse phrase les Bretons savent chasser en meute, il faut que les Normands apprennent à le faire. Ça, c'est du Morin tout cru. Et c'est quelque chose qui apparemment fait beaucoup réagir. Et il essaie de redonner une fierté normande à travers cette élection. Et peut-être que c'est un pari qui peut, je ne sais pas s'il sera gagnant, mais en tout cas, lui pense que Normandie conquérante a 4 députés sortants. Sur les 28, il espère 4 ou 5 de plus. Est-ce qu'on peut voir dans cette démarche justement du président de région une manière d'être l'homme fort, de rester l'homme fort de la Normandie aux commandes de cette région face à quelqu'un qui a lancé son parti au horizon et qui présente des candidats ici et là? On n'est pas loin du... On n'est pas loin, en l'occurrence. On n'est pas loin du combat de chef. C'est-à-dire que vous avez en Normandie 2 hommes forts, le président de la région, président du nouveau centre, et le maire du Havre, ancien Premier ministre, président d'Horizon. Les deux, étonnamment, mouillent la chemise pour la campagne et s'envoient par article de presse voilà, quelques petites piques. Vous demandiez tout à l'heure, vous posiez la question de l'intérêt pour dans une circonscription d'avoir comme député un ministre, est-ce qu'il y a des retours? Lorsque j'ai rencontré Hervé Morin, très rapidement, il me dit Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, je peux témoigner, j'étais moi-même président de région, la Normandie n'a rien bénéficié d'aucune aide, d'aucun avantage, que ce soit pour les transports, les universités. Et d'ailleurs, si ça avait été le cas, est-ce qu'on aurait pu ne pas le reprocher, alors ça c'est pas Morin qui le dit, mais ses adversaires, on aurait pu le reprocher à Édouard Philippe de privilégier. Est-ce qu'un Premier ministre peut privilégier ou pas un département? Donc on est tout dans cette ambiguïté. Pour des élections qui restent, on le voit, des élections dans les petites circonscriptions locales, le poids d'un président de région qui est présent sur toute la région et le poids d'Édouard Philippe, quand bien même a-t-il été Premier ministre, mais qui n'est quand même présent que sur la Haute-Normandie de manière privilégiée, est tout à fait différent et l'avantage va à Morin. Quel avenir pour les élus du parti Les Républicains? Ils sont 4 à briguer un nouveau mandat. Nathalie Porte sur Lisieux-Falaise, Philippe Gosselin sur Saint-Lô, Jérôme Nury sur Argentan-Flers et Véronique Louwagie sur l'Aigle. Quelles sont les chances qu'ils puissent conserver leur siège?
Là encore, on ne va pas faire de tambouille magique, mais moi, j'ai le sentiment que ce sont des élus qui, en tout cas, de ce qu'on ressent et de ce qu'on entend sur le terrain, sont très ancrés dans leur circonscription et pour lesquels le travail est reconnu. Et j'ai le sentiment qu'ils sont au moins pour 3 d'entre eux, sur des sièges plutôt confortables. C'est-à-dire que la défaite de Valérie Pécresse ne devrait pas impacter le vote des électeurs qui reconnaissent le travail de l'homme et de la femme plus que du parti politique national. Christophe Boutin, vous êtes d'accord avec ça? Pleinement d'accord. J'avais juste une petite réserve. Dans les Normandies conquérantes qu'on a évoquées, il y a des LR. Voilà, il y a des gens qui sont encartés. Donc, quand on parle des LR, on parle ici des LR qui sont sous leur seule bannière LR à cette élection législative. Qui sont LR, mais qui ne s'affichent pas nécessairement LR sur leurs tracts, leurs affiches électorales, etc. Absolument. Donc, il y a un positionnement qui est étonnant. Mais ça pose la question justement de savoir si on va voter en fonction d'un contexte national, si on vote pour une élection nationale ou si on vote pour un homme ou une femme ancré dans son territoire, une élection locale. Ça fait des années en fait qu'on se pose la question, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. En tout cas, ce qu'on voit bien pour les LR, effectivement, comparé à d'autres, on a actuellement, on le sait bien, des députés photos, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois le candidat en photo et l'élu national à côté. On n'a pas vu de LR en photo avec Mme Pécresse. Pour le GCR, les chances des Républicains. Est-ce que pour la photo, pour cette on a parlé du début de la disparition des Républicains avec le score de Valérie Pécresse à moins de 5% à la présidentielle. Est-ce que ça pourrait confirmer cette dégringolade, ces législatives, non, ou parce au contraire que c'est pas se requinquer un peu? Valérie Pécresse fait 5%, c'est pas la disparition des Républicains, c'est le vote stratège du premier tour pour préparer le second. Donc je pense que les candidats LR ou Nouveau Centre ou Normandie Conquérante feront plus, bien évidemment. Non, toute cette question, c'est est-ce que la bonne stratégie, c'est d'avoir régionalisé? Est-ce que c'est de nationaliser pour transformer cette élection d'un côté, la République En Marche, enfin Renaissance, qui dit il faut donner une majorité au président, NUP qui dit il faut renverser le gouvernement, et les Républicains, enfin la droite et le centre qui dit bon il faut régionaliser, redonner la parole aux campagnes, voilà. C'est difficile de dire aujourd'hui ce que... On voit clairement ceux qui sont sur une dynamique nationale, c'est-à-dire la République En Marche, NUP. On a 2 fortes dynamiques nationales. Ceux qui actuellement ne sont pas dans une forte dynamique nationale et qui sont en quelque sorte naturellement forcés de régionaliser leur discours ou de rentrer dans leur circonscription pour faire du local, pour dire qu'ils se sont battus pour la circonscription. Il y a un élément stratégique très important en la matière. Et après, dans le cadre de cette stratégie de retour dans une circonscription, nous parlions de Cherbourg tout à l'heure, la 4e circonscription de la Manche, qui comprend en fait tout le nord cotentin de la Hague, qui est plutôt centre-gauche, Cherbourg, qui est plutôt socialiste, jusqu'au Val-de-Serre. Bon, sur le papier, la candidate de la NUP, Anna Pic, part favorite. Est-ce que pour autant elle va remporter la circonscription, qui était l'ancienne circonscription de Cazeneuve? Ça peut buter sur une question qui est très locale, qui est la question des énergies, notamment du nucléaire. Et dans cette circonscription où 80% de la commande publique, c'est l'argument de Sonia Crimi, vient des donneurs d'ordre du nucléaire, d'Orano, d'EDF, tout ça, est-ce qu'avoir, pour la candidate de la NUP, dire non, mais moi je suis pour le mix, je ne suis pas totalement contre le nucléaire, mais bon, l'électeur sait qu'elle va siéger. Vous avez l'impression justement que... Ça peut se retourner contre elle. On va débattre de sujets locaux, là, durant les quelques jours qui viennent, ou est-ce qu'on va reprendre... On l'entendait dans les réactions qui étaient recueillies dans les rues de Caen au début de l'émission. Les gens, ils disent que les élus, que les députés qui seront élus nous proposent des solutions pour sauver la planète, pour le pouvoir d'achat. On n'est pas dans un débat local, dans un débat municipal, là. Non, et d'ailleurs, quand on regarde les premières feuilles propagande électorale qui sortent, etc., il y a très très peu de sujets locaux finalement qui sont portés. Effectivement, aujourd'hui, on est sur ce 3e tour, ce qu'on appelle tous ce 3e tour, c'est-à-dire on conforte le président élu, on essaye de s'opposer au président élu, et en tout cas, c'est ce rapport de force qui va se jouer ce 12 juin. On est on posait la question à François-Xavier Lefranc il y a quelques minutes, dans une autre élection par rapport à 2017 où c'était une validation
du vote d'Emmanuel Macron, avec des petits nouveaux qui débarquaient à l'Assemblée nationale, plutôt des quadras d'ailleurs, alors qu'on a Gessler aujourd'hui, notamment chez NUP, de jeunes candidats, une vingtaine d'années. On a beaucoup de Noé Gauchard sur Via aussi. Oui, je pense que la grande différence, c'est que 2017, personne ne sait vraiment ce que veut faire Macron, et on est effectivement dans la dynamique des marcheurs. On est dans une image où on voit des gens marcher. C'est presque onirique comme image. Vous voyez, où on monte vers le ciel. Bon. Tous les jeunes macronistes qui avaient 30 ou 40 ans à l'époque et qui venaient, selon l'expression consacrée, de la société civile, c'est-à-dire qui n'avaient pas exercé de mandat, qui étaient des primo-élus, découvraient la politique, c'était le renouvellement, tout ça. Bon, aujourd'hui, ils n'incarnent plus le renouvellement, ils ont vieilli de 5 ans, et face à eux, le renouvellement vient, paradoxalement, de la NUP, essentiellement des candidats investis sur le quota LFI, où vous avez beaucoup de vingtenaires. On citait Emma Fourreau sur Caen, Noé Gauchard sur Vire, qui... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est qu'ils incarnent le renouveau, mais aujourd'hui, la jeunesse est de leur côté. Le renouveau est là. On a parlé beaucoup des thèmes, enfin, et des propositions. C'est pas forcément le lieu, mais selon vous, le pouvoir d'achat va être ce qui va sanctionner le vote, faire qu'un Jean-Luc Mélenchon pourrait récupérer des voix. C'est le thème, selon vous, qui va faire la différence. Pas seulement Jean-Luc Mélenchon, le RN reprend également ce thème qui avait été porté par Marine Le Pen pendant la présidentielle. Je vois dans la Manche, c'est en tout cas le premier thème qui... Maintenant, on revient à cette vision locale qui a été très bien décrite tout à l'heure. Le local, ça sera le pouvoir d'achat aussi, mais il y a aussi le lien particulier à l'élu sortant, qu'on connaît bien, qui a fait un travail de fond pour la circonscription et qu'on ne souhaite pas du tout, même si on n'est pas nécessairement d'accord au niveau national avec une partie des idées, qu'on ne souhaite pas écarter. Quand on voit ce qui se passe, si on parle de pouvoir d'achat sur la flambée des prix de l'essence, si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la campagne, il peut y avoir un correctif du vote. Est-ce que ça peut jouer, ça, justement? Moi, je ne crois pas beaucoup qu'on change d'avis comme ça à 10 jours du scrutin. Je crois que les gens qui votent savent déjà quand même globalement pour qui ils vont voter, etc. Mais en revanche, ce pourquoi le pouvoir d'achat est le thème universel dans cette campagne, et que ce soit pour les Normands ou pour les Français d'ailleurs, c'est parce que c'est le seul thème qui rassemble tout le monde. Aujourd'hui, on peut avoir une sensibilité écolo pour sauver la planète, on peut avoir en priorité la santé ou l'éducation, comme le disait une personne que vous interrogiez, sans être particulièrement engagé dans ces sujets-là. Par contre, le pouvoir d'achat, c'est ce qui vient toucher tout le monde. Quand vous mettez de l'essence dans votre voiture et que vous payez plus de 2 € le litre, effectivement, les gens attendent des mesures fortes à ce sujet. Et c'est là que des effets d'annonce pourraient éventuellement diriger quelques indécis de dernière minute sans pour autant, à mon sens, bouleverser la campagne. Les jeux sont faits. Je parlais du rapport de force politique sur la Normandie. On est à 18 postes de députés, 18 élus sur 28, Christophe Boutin, au soir du 19 juin. Est-ce que ça pourrait diamétralement changer ? Diamétralement, non. Par contre, de l'attrition, c'est possible. De l'attrition, c'est possible parce qu'effectivement, si on prend les circonscriptions qui ont été évoquées, que ce soit Cherbourg, que ce soit Valognes-Coutances, que ce soit et d'autres encore, effectivement, il y a sans doute, ce sera moins facile. Il n'y a plus cet élan particulier de 2017. Il y a un bilan qui, pour certains, est impassif, qui est parfois pas toujours facile à défendre. Voilà. Même question, Gessler. Est-ce que ça peut beaucoup changer ? Je rebondis sur ce que disait notre ami politologue, c'est-à-dire que le passif des députés sortants, c'est aussi le passif de leur gouvernement et leur passif personnel. Et beaucoup deviennent comptables on parlait de la circonscription de la Manche, de la désertification, par rapport aux médecins, donc ils vont être comptables de tout ça. C'est compliqué pour eux. En un mot, en 10 secondes, Oriane. Campagne très atone, donc avec peu d'énergie, forcément. C'est aussi pour ça que les Normands ont beaucoup de mal à s'y retrouver, je pense. Eh bien, on suivra tout ça. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale. On se retrouvera pour une grande soirée électorale au soir du 12 juin. Prise d'antenne à partir de 20h15 pour 3 heures de direct. Commentaires, analyses, reportages, interviews. On sera partout dans la région. Bonne journée sur A3 et rendez-vous dimanche.